Salut à vous, petites et grosses tentacules, bienvenue dans ce zoom sur les yokai. Voilà, on va s'amuser à faire un petit peu de tissage de background. Donc aujourd'hui, on aborde la Cabale d'Inari qui couvre seulement page 97 à la page 105, en sachant que dedans on a deux pages de QB plus de la page de présentation secondaire. Donc voilà, on a quand même en très peu de pages, on a énormément d'infos. Voilà, donc déjà, Inari, c'est qui? La Cabale d'Inari, c'est quoi? Inari est une très très vieille déesse. Elle est mécontente du bazar mis par les autres dieux. Et donc elle regroupe des dieux de bonne volonté pour essayer de maintenir l'ordre, la paix, l'amour et les petites fleurs. C'est donc pas du tout une cabale de sombres magouilleurs conspirateurs. C'est au contraire une cabale avec des vues très très positives, hein. C'est eux ce qu'ils veulent, c'est la paix entre tout le monde et puis que voilà que les dieux arrêtent de mettre le bordel. Donc ils sont très positifs. Les origines d'Inari. Alors déjà en fait, Inari c'est Ineni Naru Okami. C'est l'une a priori des très très vieilles déesses. On n'en sait guère plus. Donc est-ce qu'elle fait partie de la première génération qui émerge du chaos après voilà Kizanagi et Izanami aient mis un peu d'ordre dans le lancement? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, elle fait vraiment partie des très vieilles et très puissantes. Et elle fait pas grand-chose pendant un bon moment. Et suite à l'éclipse solaire, en fait, Amaterasu qui se prend le choix avec son frangin, tout ça, qui se barre, elle est vraiment désolée de tout le bazar auquel est livré le monde, de tous les morts, de tous les faibles. Et donc elle se dit, tiens, je vais peut-être faire quelque chose en fait. On va faire un projet pour maintenir l'ordre. Et là, en fait, c'est elle qui va chercher Nanda. On reviendra dessus pour conclure la vidéo et qui va le placer à la royauté dans les terres lointaines, ce qui se correspondrait plus ou moins à la Chine. Donc c'est une déesse, on sait elle est très liée à Nanda, hein, à l'empereur dragon. Ils ensemble, ils ont Kitsune qui est un bon gros fléau, mais surtout c'est elle qui est derrière le début de son ascension, enfin ni plus ni moins. C'est la fabricatrice de l'empereur. On joue tout de suite dans la cour des grands, hein, au niveau de l'univers. Donc ça, c'est le premier point qui est très important sur elle. Donc, le deuxième, évidemment, c'est qu'elle fonde son ordre. C'est-à-dire que, vu qu'elle considère que l'opération Nanda est un échec, parce que Nanda tente de conquérir donc le trône de l'Empire des Cerisiers, parce qu'il met sous son contrôle, enfin, il- il esclavagise le pouvoir et les âmes de ses frères adoptifs, les rois dragons. Donc elle se dit non, j'ai un peu foiré. Voilà, c'est pas le super élu que je voulais, qui est protecteur de tout le monde. Il a l'air un peu moyen. Donc du coup, une fois que tout le bazar de l'Empire des Cerisiers s'est mis, c'est-à-dire quand Nanda s'est emparée de l'Empire des Cerisiers, elle fonde donc la Cabale. Au niveau de l'Empire des Cerisiers, il y a une petite chose aussi qu'elle fait, dont on ne sait absolument pas le pourquoi du comment, mais qui peut être un petit peu marquant. Ce jeu s'appelle l'Empire des Cerisiers. C'est elle qui est derrière le délire de mettre des cerisiers partout. Et on ne sait pas pourquoi. Ça serait un petit peu lié à son influence, son pouvoir, son espionnage. Il n'y a qu'un petit pas que je franchirai allègrement un de ces jours. C'est voilà, elle fait pas ça pour faire un jardin, que ce soit seulement joli. Bon, ensuite au niveau de la cabale, il y a 5 grandes vertus, c'est-à-dire 5 grands participants dans le culte public d'Inari, qui font aussi le noyau dur de la cabale. Ces facettes, alors c'est Uga et Uka Nomitana, Nomitana, c'est bien ça, qui sont des divinités jumelles garçons-filles agraires, des gosses de Susano et d'une humaine, qui trahissent papa pour rejoindre le pacte et tout ça, et pour pas se faire botter les fesses comme papa. Sauf qu'en fait, Yangi sous roche, hein, s'ils rejoignent le clan de Nanda, c'est une fausse adhésion, hein, et ils complotent en fait dans l'intérêt des yokai. On a Uzume, qu'on a déjà vu précédemment, la porte-parole de l'empereur, quelqu'un en qui l'empereur a confiance, et qui d'ailleurs au niveau de la cabale sert d'espionne numéro 1, vu que les descendantes de Uzume, elles font partie de la cour impériale, et en fait Uzume peut investir ses descendantes pour voir un peu ce qui se passe. Elles sont pas du tout au courant, les descendantes. On a aussi Tanaka.
Camille ô combien mystérieuse, puisqu'elle serait là en fait depuis très longtemps sur l'Empire des Cerisiers, avant que ce soit l'Empire des Cerisiers, et en fait c'est le Camille du mont Inari. C'est-à-dire Inari, voilà, elle a son gros coin à elle, où c'est la paix, où tous les kitsune ils sont les bienvenus, qui est aussi le fief d'une grosse famille, on va parler les Bikusen, qui est la famille noble puissante voilà, qui sont liés au kami kitsune, qui sont tous des métis de kitsune. Et en fait, on se dit, ouais, en fait, si elle est là, c'est peut-être pas en fait, on a intégré la déesse locale parce qu'elle est là où on a fondé notre clan, c'est peut-être un peu l'inverse. Voilà, on sait très peu de choses sur elle, à part que c'est la figure patriarche, enfin de la patriarche et puis de la sagesse. Seulement, voilà, sa localisation, ça fait beaucoup plus je garde quelque chose ou il y a quelque chose ici un simple hasard. Ensuite, on a Shi. Alors là, on reparle des Bikusen de manière très étonnante, puisqu'en fait, un des membres les plus puissants qui, qui est au niveau d'aller discuter avec la déesse patronne des Bikusen, c'est le chef des vassals des Bikusen. On notera aussi au passage que la grande prêtresse, tout ça du culte d'Inari, c'est aussi une membre de la famille des Ryu Tota. Il faut vraiment que je m'y fasse un nom. Ce qui fait que, est-ce que les Bikusen ne sont pas en fait qu'un paravent pour la réelle famille dominante? Est-ce qu'en fait, ça serait pas quelque chose de beaucoup plus en fait, Shi a un secret, il porte des marques draconiques. Donc en fait, les Bikusen, c'est la famille qui sont métissés avec les Kitsune, et on ne sait pas pourquoi à leur tête, celui qui est nommé tête du dragon, du clan du dragon, il a des stigmates draconiques, de divinité dragonique. Alors, est-ce que c'est un pur hasard? Est-ce que c'est lié voilà, à un descendant caché du grand roi dragon, d'un des grands rois dragons, qui ont été trahis par Nanda? Ma question reste ouverte, c'est louche. Voilà, c'est louche. Sûrement pas une présence pour rien, et c'est sûrement un clan vassal qui n'est pas vassal en termes de... on est moins important, mais tout simplement on est caché par les Bikusen. Puisqu'en fait, on voit bien que les Bikusen, même si d'un point de vue géopolitique, ils sont plus importants, d'un point de vue symbolique, ils sont plus importants, d'un point de vue puissance mystique, enfin, ils sont dans tout le royaume comme des... Voilà, ils sont vraiment liés à des pouvoirs de pureté et d'apaisement. Ce qui semble cacher beaucoup plus de choses, c'est les Ryutota. Et on retrouve le big boss des Ryutota tout simplement dans les 5 qui... Enfin, voilà, il n'est pas d'égal à égal avec Inari, mais il fait partie voilà, du conseil noyau dur des magouilleurs. En sachant que c'est une représentante de son camp, la représentante terrestre la plus haut gradée du culte d'Inari. Et du coup, de magouilleuse de la cabale. Là où tu t'attendais quand même vachement plus à avoir des Bikusen dans tous les sens, non. C'est des Ryotota. Étrange, étonnant, et surtout quand on souligne bien le côté Ryotota lié au dragon. Au vrai roi dragon. Les frangins de Nanda, trahis par Nanda, que c'est Inari qui a introduit Nanda auprès de ses frères adoptifs. Donc Inari en plus aurait des très bonnes raisons de protéger de la descendance voilà, on connaît peu le lien entre Inari et les dragons, mais en tout cas il y a lien, et ils ont été trahis par Nanda, son petit protégé à elle, donc qu'elle cache en fait voilà, un fruit légitime ou un héritier caché, ça se sent bien. Et on se garde une belle petite surprise pour la fin, Saruta Iko qui est représenté donc dans les piliers de vertu, tout simplement de la religion d'Inari, alors qu'il semble pas trop lié à la Kabbale, et qu'il y a plein de gens de la Kabbale qui font oh non, Saruta il est pas des nôtres. Quand vu que bon, le niveau de, enfin même le texte d'Iwas, il y aurait quand même peu de chances que Saruta soit pas au courant qu'il y ait quelque chose de magouilleux divin. Peut-être que ça casse même en fait une adhésion beaucoup plus poussée. Adhésion beaucoup plus poussée, tout à fait possible, sachant que la femme du Saruta fait partie prenante à 100% de la Kabbale, c'est Uzume. Et surtout sachant aussi que Saruta fait ses propres magouilles qui sont très importantes,
Il garde des portes mystiques, qui est un des plus gros secrets de l'Empire, qui cache bien ça à tout le monde. Il cache même ça à sa femme. Et pour l'aider dans sa tâche de cacher les portes mystiques, bizarrement, on retrouve en fait les renards noirs, donc les enfants d'Inari qui respectent pas trop le pacte, qu'un peu qu'à moyen, que machin, qui vont se mettre à bosser pour Sarutaiko, le tout sous la bénédiction de la déesse de la lune. Voilà, déesse de la lune qui est encore plus discrète qu'Inari. Le royaume donc d'Inari, c'est un endroit où l'empereur n'est pas trop vénéré, machin, on respecte parce que bon, voilà, on est chez les Bikusen et c'est le grand temple, le grand royaume, mais bon, voilà, c'est dédié à Inari. Et il y a un petit rituel que tout le monde connaît, un petit lieu consacré à la déesse de la lune, vénérée par on ne sait pas trop quel kitsune, mais vénérée à chaque pleine lune. Donc voilà, il y a un lien de toute façon entre Lune, Saruta et Inari. Et les agents protecteurs d'un des plus gros secrets de l'Empire sont en fait des kitsune bénis par la Lune au service de Saruta et qui ne respectent pas l'empereur. Donc voilà, Saruta il couvre peut-être pas partie du pur noyau dur du pacte, mais il est plein pied dans les magouilles et il y a du lien, il y a de la concomitance entre Inari, Lune, Saruta pour protéger un des gros secrets de l'Empire. On reviendra tout de suite parce que là on va rouvrir d'autres portes. Donc pour finir cette vidéo, le but des zooms c'est de faire court. On a eu quoi tout ça comme indice? On a eu pas mal d'indices, tiens, des trucs que j'ai failli oublier. Les Bikusen, donc on dit souvent que les humains viennent au niveau de l'Empire par Nanda. Majoritairement oui, et les habitants majoritaires de l'Empire du Cerisier oui, mais pas vraiment en fait. Il y a déjà des autochtones humains sur l'Empire des Cerisiers qui se sont un peu fait lyncher la gueule par, les humains de Nanda, sauf que le Kambikusen il en descend. Voilà. Et que le Kambikusen il a un petit peu essayé de sauver les meubles et puis toutes les éthiques néo-autochtones en disant ouais non mais venez chez nous, nous on est gentils. Nous on protège les anciens humains de l'île. D'ailleurs nous on va se lier aux anciens Okai de l'île. Les Bikusen qui paraissent vraiment oui, comme une trace humaine résistante en fait aux humains Nanda. Voilà ouais. Petit truc aussi au passage sur les Bikusen qui est vraiment une famille noble spéciale. Dernier truc sur les Bikusen, d'ailleurs non c'est guère plus, mais l'empereur semble en ce moment un petit peu les disgracier puisqu'il y a un de leurs voisins qui mènent des actions coup de poing sur leurs frontières. Les Bikusen sont allés se plaindre, envoyer un messager, un représentant se plaindre à l'empereur. L'empereur fait non mais toi je te reçois même pas, toi tu dégages. Donc il y a des choses qui sont en train de se préparer, il n'y a pas trop de doute. Et pour finir avec l'empereur, on a quelques petits mots très marqués que j'ai bien gardés. Voilà. Donc en parlant d'Inari à propos de l'empereur, Elissa, le fils abandonné jusqu'à la royauté des terres lointaines, espérant ainsi préparer le retour d'un héritier digne de protéger les siens. Là, on a une petite phrase qui nous indique beaucoup sur l'empereur, une des petites phrases les plus marquantes d'absolument tout. On sait très peu de choses sur l'empereur, c'est le frère adoptif des rois dragons, qui vient effectivement des terres du milieu, qu'on ne sait pas trop pourquoi il en est parti. Que ça a l'air d'être un parvenu élevé, mais qu'il n'a pas l'air d'être tant de ça un parvenu, puisque c'est sûrement le fils abandonné, et que lui-même conserve, l'empereur il n'est pas dans la quête du trône de l'Empire des Cerisiers en mode je veux du pouvoir, il considère que c'est son héritage et que c'est son dû. Dernier point, l'empereur a naturellement, sans l'aide d'Inari, dit qui que ce soit, il porte en lui quoi? Il porte un pouvoir solaire. Pouvoir qui est la marque de qui? Amaterasu. Amaterasu qui se fait lyncher par son frangin Susanoo, qu'on ne sait pas trop pourquoi, qui provoque la disparition, la grande éclipse qui met le bordel dans l'univers de l'Empire des Cerisiers, et qui permet un petit peu aux méchants de se ramener. Aux méchants, aux morts, enfin, synthétisons.
Donc en fait, là, on a peut-être un des premiers points où on peut être à peu près sûr de quelque chose par rapport à l'empereur. Il est clairement lié à Amaterasu. Bon, moi, je pense que c'est voilà, le fils d'Amaterasu. La question étant qui est le père. Est-ce que le père, c'est Susanoo et qu'il n'a pas voulu reconnaître son gosse pour une raison ou une autre, voire qu'il l'a dépouillé de ses pouvoirs divins pour le rejeter, que ça serait ça la véritable raison qu'Amaterasu se barre dans sa grotte, et que ça serait peut-être comme ça Kuzume, il arrive à la faire sortir, genre non mais t'inquiète, en fait ton gamin on l'a récupéré, on vous a fait une Moïse, ton gamin est en sécurité. Il y a des choses qu'on ne sait pas du tout sur la grande origine divine, mais là, il y a des petits trucs. Qui plus est, l'empereur est lui-même un petit peu en mode traumatique avec ses gosses. L'empereur bouffe ses fils. Ok, toi, la fille, t'es pas dangereux, je te l'aide. Mais lui, il bouffe tous ses garçons. Et Kitsune est un. Donc Kitsune, la fille, la première née de Nanda Inari, qui en fait est une fille unique. Elle a pas de jumeaux masculins, sauf qu'en fait, petite, enfin, dans le ventre de maman, jumeaux, enfin, le fœtus féminin a absorbé le fœtus masculin, et en fait, voilà, Kitsune, c'est à la fois la fille et le fils de l'empereur, enfin, comme tu veux. Et donc, papa, il n'a pas limité le pouvoir, il n'a pas mangé le fiston, enfin, bon, c'est un autre chapitre. Elle, c'est une vraie magouilleuse, par contre, Kitsune, une bonne fouteuse de merde. Mais voilà, on finira donc sur ces indices par rapport à l'empereur, qui c'est qu'il est. Ce qui est sûr, c'est que c'est le pupille d'Inari. Ce qui est sûr, c'est que c'est Inari qui l'a introduit auprès des rois dragons. Que c'est Inari qui a magouillé pour qu'il soit sur le trône. Que c'est pas Inari qui l'a poussé à aller conquérir l'empire des Cerisiers. Que c'est un peu à partir de là qu'elle se dit ah, Nanda, ça a foiré, c'est un fouteur de merde. Et il a d'autres aspirations. Sûrement des aspirations un petit peu de l'ordre du j'ai des problèmes de représentation, d'ego, de paternité, je veux le trône de Susanoo à la place de Susanoo, voire de plus, parce qu'on a la grosse question de qui est donc il est le fils. Est-ce qu'il est juste le fils en fait à Materasu et que en fait voilà, elle est allée faire un gosse avec un humain dont elle était amoureuse, machin. Est-ce que c'est le fils de Susanoo que pour une raison quelconque, prophétique ou autre, ou mégalomaniaque, Susanoo il a dit lui je le bouffe. Ce qui est bizarre parce que Susanoo il a d'autres gosses officiels qui n'embêtent pas, hein. Par exemple Sarutaiko, c'est l'enfant de Susanoo. Après est-ce que c'est ça rien que parce que c'est le combo Susanoo plus Amaterasu et Susanoo s'est dit ah non lui il va devenir plus fort que moi, il va foutre la merde. Voilà, il y a encore des grosses questions au niveau de qui est le papounet. Après qui est la maman, il y a quand même des gros. Enfin, ouais, le gros indice, c'est cette ligne, hein, voilà. Le fils illégitime qui considère que. Alors, parce que oui, l'Empire des Cerisiers, c'est le trône de Saruta Riko, fils de Susanoo. L'Empire des Cerisiers est un trône hérité de Susanoo. D'où le concept de il est à moi pour Nanda. Enfin, je veux dire, il est à moi, non pas je le veux, mais voilà, c'est la lignée de mon sang et il devrait me revenir. Et je vais sur l'Empire des Cerisiers pour récupérer mon dû. Parce qu'on sait toujours pas qu'est-ce que Nanda vient foutre à l'Empire. Pourquoi donc il se motive à venir le piquer? Et là, tout d'un coup, on a une raison de pourquoi Nanda est motivé par le trône de l'Empire. Pourquoi il porte une symbolique solaire. Pourquoi il bosse ses gosses. Pourquoi Inari allait le chercher lui et pas quelqu'un d'autre. Comment, voilà, ce petit gars, il a réussi à soumettre les rois dragons. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se recoupent. Donc, voilà, c'est sûrement du... Je sais pas du tout si c'est purement ça, mais moi, je trouve qu'il y a de l'indice. Donc, je vais arrêter de me répéter et on repartira semaine prochaine ou dans 15 jours sur autre chose de l'Empire. Peut-être la lune, peut-être les chats. Enfin, de toute façon, on continue à bien poncer Yokai. Et puis après, on ira voir du côté des moins vivants. Voilà. Salut les gens, jouez bien.